retrouver après ces quelques semaines d'absence pour raison tout simplement d'école à la maison et de vacances. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tout premier live post-vacances avec la talentueuse Virginie de Léora. Alors je vous laisse vous connecter tranquillement comme d'habitude. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. Bienvenue à vous et bienvenue à Virginie, la créatrice de Léora, qui arrive. Hop je... Oh là, je me prends les pieds dans les câbles. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Est-ce que quelqu'un peut mettre un petit pouce en l'air le temps que Virginie se connecte? Bonjour Virginie. Bonjour, alors j'essaie de... Attends, je vais régler un petit peu mon écran pour qu'on se voit bien toutes les deux. Comment je vais régler ça? Je vais mettre un peu debout. Hop, voilà, comme ça, on me voit. Ravie de te retrouver. Ce live, me dit oui, donc c'est bon, on nous entendait bien. Vous entendez bien Virginie aussi? Bonjour à tout le monde. Alors, est-ce qu'on peut nous mettre des petits pouces en l'air pour nous dire que vous entendez bien Virginie aussi, que vous m'entendez bien, que tout va bien, que l'on puisse démarrer ce live aujourd'hui? J'attends de voir que tout le monde se connecte. Oui, c'est bon, tout va bien. Eh bien, écoute, Virginie, déjà, bienvenue. Merci à toi d'avoir accepté de nous rejoindre ce matin pour ce live. Je suis ravie de t'accueillir au sein de ce live. J'espère que tu vas bien. Très bien, je suis ravie également d'être là. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on échange beaucoup avec Isabelle et que j'estime énormément son travail. Donc, je suis ravie de vous rejoindre sur cette page et de participer à ces visios. Eh bien, écoute, je suis ravie de te présenter à tous nos participants. Je parle juste de 3 secondes, le temps que tout le monde puisse se connecter tranquillement. Donc, le but de ce live de ce matin, c'est de vous faire rencontrer Virginie. Elle va pouvoir vous parler de sa passion, parce que je sais que Virginie est une créatrice passionnée. Comme elle l'a dit, ça fait quelques années qu'on se connaît et on a eu de très très beaux échanges autour du portage. Donc je suis ravie de vous permettre de la rencontrer. Alors Virginie, comme je t'avais expliqué, ce live est avant tout destiné à des parents, à des familles qui ne connaissent pas forcément très très bien le portage, qui découvrent souvent que un porte-bébé, ça se crée pas comme ça. Donc voilà, je laisse un petit peu le temps aux gens de se connecter. Bienvenue à vous. Donc voilà, l'idée de ce matin, c'est de leur permettre de faire ta rencontre, tout simplement, que tu puisses leur parler de ton beau métier. Alors pour ceux qui connaissent pas, Léora, ce sont ces superbes écharpes de portage avec des motifs très très emblématiques dont tu nous parleras, parce que je sais que, eh bien, tout simplement, tu as un travail qui est assez particulier autour de ces motifs. C'est pas des motifs que tu vas acheter comme ça dans des catalogues de motifs. Donc, je te laisserai nous en parler. Mais avant tout, est-ce que tu voudrais bien, s'il te plaît, nous expliquer un peu le concept de cette marque, comment tu l'as créée, qui tu es toi aussi, afin que ces personnes-là puissent mieux se connaître. Avec plaisir. Alors moi, je ne suis pas du tout du monde du textile à l'origine. Je suis ingénieure agronome. J'ai travaillé 10 ans dans un grand groupe bancaire. Donc j'ai fait plein de métiers et puis je suis devenue maman. Et là j'ai découvert la magie, je dirais, du portage. Je ne sais même pas comment j'aurais pu vivre mon rôle de maman sans ça. Parce que mes bébés étaient très demandeurs, enfin ma fille d'abord et après mon petit garçon extrêmement demandeurs. Je pouvais pas du tout les poser et voilà, au début le portage pour moi ça a été juste la bouée de sauvetage pour pouvoir répondre aux besoins de mon bébé et en même temps continuer à faire ma vie, manger, voilà, préparer les choses, etc. Ça a démarré comme ça et puis ce qui au début était une nécessité absolue est très très vite devenu une passion. J'ai découvert grâce à une amie, et ça se fait souvent comme ça aussi pour tout le monde je pense, que le portage c'était un univers immense, qu'on pouvait porter avec tout un tas de moyens de portage et que les tissages en particulier impactaient énormément les sensations de portage qu'on pouvait avoir et donc le plaisir qu'on pouvait avoir à porter tant au niveau porteur que au niveau bébé.
Je me suis rendu compte que ma fille aimait certains tissages et pas d'autres. Voilà, donc ça a été vraiment une rencontre. Pendant mon deuxième congé parental, je suis partie vivre au Québec pour une année de césure, enfin d'expatriation. Mon mari devait partir pour son activité professionnelle, donc j'ai mis ma propre carrière en pause. Et là, le fait de prendre du recul et d'être du recul par rapport à ma vie qui était vraiment très très remplie à la banque et en même temps d'être tout le temps avec mes bébés. Je me suis dit, bon, bah, c'est le moment de passer le pas, c'est le moment de faire un projet qui me prend aux tripes vraiment tous les jours. Et donc, évidemment, c'était le portage. Voilà. C'est là que j'ai fait le grand saut, je dirais, de la vie tranquille de salarié, avec un joli plan de carrière bien établi, où vous savez à quel poste vous serez dans 20 ans. Et puis, de me dire, mais en fait, bah, ça, effectivement, c'est sécurisant, mais ça ne me fait pas vibrer et j'ai envie de passer ce cap. Ah oui, donc tu n'étais pas du tout issu des métiers, ni du textile, ni de... avec le grand saut, en fait. Là, vraiment... Ouais, c'est ça. Exactement. Et là, je me suis dit, bon, ben, c'est super, je vais faire des écharpes de portage, mais je n'y connais rien. Je n'y connais rien du tout. Et effectivement, ça a été l'enjeu de se dire, bah, comment est-ce que j'acquiers suffisamment de compétences pour pouvoir parler aux gens avec qui je vais avoir à parler, aux tisserands, aux filateurs, et pas paraître complètement à côté de mes pompes, quoi. Et donc, je suis allée taper vraiment au culot aux portes des écoles de tissage, des artistes et tisserands, des spécialistes de la couleur sur jacquard, etc. Tous ces métiers-là que je connaissais absolument pas. Et puis, je leur ai dit, bah, apprenez-moi. Et ça, c'est la magie du Québec, c'est que bah, pour eux, c'était un non-sujet, c'était parfaitement naturel que quelqu'un ait cette démarche-là et on m'a ouvert toutes les portes. Incroyable. Ouais. Et donc, j'ai passé des heures avec un technicien spécialiste le spécialiste du jacquard à Québec qui m'a juste expliqué comment ça fonctionnait un métier jacquard. Puis à l'issue des heures qu'on a passées ensemble, je lui ai dit comment est-ce que je fais maintenant pour continuer. Moi, je ne peux pas payer une formation sur 2 ans sur le tissage jacquard, mais en même temps, ce n'est pas suffisant, j'ai besoin de savoir plus. Donc il m'a dit, regarde, ça c'est 800 pages sur le tissage jacquard. C'est la spécialiste en Amérique du Nord. Lis le bouquin. Alors, j'ai lu les 800 pages, j'ai à peu près mes 40 notes par page de toutes mes questions. Puis après, je me suis dit, qui est-ce qui peut y répondre? L'auteur. Et donc, j'ai été appeler l'auteur, au culot toujours, en me disant, voilà, j'ai lu votre bouquin, j'ai 1 milliard de questions, j'ai un super projet, est-ce que je peux vous le montrer? Elle m'a dit oui. Et cette femme, en plus, c'est quelqu'un d'incroyable. Hein. C'est quelqu'un qui fait du jacquard à la main, sur un métier manuel. Ah oui, d'accord. C'est complètement fou. À l'ancienne. Ouais, tout à fait. Donc, c'est une artiste et effectivement, j'ai été décortiquer avec elle tout ce que c'était que le jacquard. Et j'ai fait ça pour tous les sujets, en fait. Et après, quand je suis revenue en France, j'ai appelé les industriels, les artisans dont j'avais besoin. Et là, il n'y a pas eu ce blocage de « Ah, on a encore affaire à une néophyte ». C'est marrant parce que mon tisserand m'a posé la question 1 an après qu'on ait démarré notre travail ensemble. Il m'a dit « Mais en fait, c'est quoi votre formation textile ?» Ah. Donc, j'avais un niveau, j'étais pas du tout experte, mais j'avais un niveau suffisant pour que on puisse parler leur langue. Et, voilà, parler leur langue, exactement. C'est comme ça que j'ai démarré. Et après, je m'égare un peu sur... j'étais un peu longue là-dessus, mais vraiment la motivation pour moi, pourquoi est-ce que j'ai fait une nouvelle marque d'écharpe de portage au début, c'était il y a 4 ans. C'est parce que pour moi, l'écharpe de portage, c'est vraiment l'objet transitionnel par excellence, là où on enveloppe nos bébés, où on vit des émotions hyper intenses, et lui aussi. Et pour moi, c'était vraiment un truc qui tournait en boucle. Je me disais, mais comment est-ce que je peux être certaine qu'à un moment du cycle de fabrication, il n'y a pas un enfant qui ait travaillé à la fabrication de cette écharpe? D'accord. Et ça, c'était pas possible de trouver la réponse à cette question-là. Et malheureusement, on sait que dans le textile, en particulier, très en amont de la chaîne de production, à la culture du coton, il y a beaucoup d'enfants dans les champs de coton. Donc ça, pour moi, c'était vraiment intolérable. Il y avait une espèce de dichotomie assez atroce entre moi, je porte mon tout petit bébé, mais peut-être qu'à un moment, il y a un enfant qui était dans le champ de coton pour la fabriquer, quoi. Et c'est ça qui a été le moteur vraiment de la création de cette marque. Et c'est pour ça que nous, on n'utilise que du coton bio et équitable. On a 2 labels. Bon, c'est très contraignant, hein, mais on y arrive. Et qu'on a intégré toutes les étapes de fabrication en France
ou pays limitrophes. La seule chose qui n'est pas fait en France chez nous, bien sûr, c'est la culture du coton, donc qui est bio-équitable, et c'est la filature qui est juste chez nos voisins belges, parce que les Français, malheureusement, on a perdu cette compétence-là, ça n'existe plus. Donc, on est allé voir les Belges, qui sont les plus proches de chez nous. C'est une entreprise franco-belge. Pour la filature, le tissage est fait à Lyon, donc vraiment le cœur du jacquard, c'est là où le jacquard est né, et la confection est faite chez nous, dans nos ateliers à Bordeaux. D'accord. Donc effectivement, toi, ton idée, c'était de proposer non pas une énième marque d'écharpe de portage, parce que c'est vrai que tu es arrivé à un moment où il y en avait beaucoup, mais de proposer aux parents une écharpe de portage, j'ai envie de dire 100% éthique, et tout simplement garantir qu'on porte son enfant dans des tissus qui sont non nocifs, pas de métaux lourds, et en plus j'ai envie de dire, avec des enfants portés par des écharpes qui ne sont pas fabriquées par des enfants. Voilà, ça c'était vraiment le cœur du moteur et c'est ce qui nous porte encore aujourd'hui. Et après on s'est dit, tant qu'à faire un produit qui soit le plus éthique possible, on va aller chercher, en fait on travaille un petit peu comme si on faisait un manifeste en fait. On essaye pour chaque décision d'aller chercher ce qui va être le plus responsable et le plus respectueux de la nature et des hommes. Et donc, ça va très très loin parce que on n'achète pas nos étiquettes chez quelqu'un qui fabrique des étiquettes. On va aller chercher des broderies anglaises anciennes qu'on recycle, qu'on fait sérigraphier en France. Parce que effectivement, c'est de l'upcycling, il n'y a pas de déchets générés, il n'y a pas de plastique, enfin de matière issue de pétrochimie dans nos écharpes. Et on va se poser la question en permanence. Et en fait, c'est super important, effectivement, comme tu le disais, Isabelle, c'est important pour les valeurs qu'on porte et le fait qu'on puisse être fier de notre travail, qu'on puisse dire que ce qu'on fait, ça a un impact le plus positif possible sur les gens et la nature qui est autour de nous, mais aussi le plus respectueuse possible des bébés qui seront portés, parce que quand on utilise des teintures qui ne sont pas bio, ça veut dire que le bébé qui mâchonne son écharpe 4 heures par jour, il va mâchonner un tissu qui n'est pas du tout fait pour être mangé, quoi. Exactement. Oui. Donc ça, c'est extrêmement important. On s'impose beaucoup de normes bien au-delà de ce qu'impose la réglementation, qui est, à mon sens, insuffisante sur le sujet. Et c'est vrai que je suis très heureuse d'être vraiment jusqu'au boutiste, même si ça veut dire qu'on va s'interdire certaines choses. Mais on l'assume et on est contente de le faire parce que dans l'entreprise, on est vraiment fiers du travail qu'on fait. Et je vois que toutes les gens qui m'ont rejoint, on est 6 aujourd'hui avec moi, tous les gens qui m'ont rejoint portent vraiment ces valeurs à titre personnel et ça me rend très heureuse. C'est super. Est-ce que tu peux nous parler, s'il te plaît, un peu de ton univers, de tes inspirations? Qu'est-ce qu'on va retrouver sur tes écharpes d'un point de vue des motifs, des couleurs? Est-ce que tu travailles un peu au hasard ou est-ce que vraiment tu mets en place des idées, des concepts autour de tes écharpes? Alors, effectivement, tu le disais au début, Isabelle, moi, mes dessins, c'est moi qui les ai faits. C'est pour ça que je pousse un peu la question, parce que je connais ton... et que je sais que tu es très humble et que tu ne le mettras pas forcément en avant, mais tu as une démarche qui est très originale sur la création des motifs aussi. Le fait de le faire toi-même. Ouais, c'est rare ça. En général, cette partie-là est déléguée parce qu'elle est assez technique en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste faire un joli dessin et le passer au tisserand. C'est vraiment des dessins techniques. En fait, ce qui est intéressant, après je parlerai de l'aspect esthétique, mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est que le dessin va participer énormément aux qualités de portage. Et oui. Et donc, si tu prends la démarche inverse en disant je fais quelque chose de joli, et après, libre au tisserand de le mettre en musique, eh bien, tu vas pouvoir obtenir quelque chose qui sera très beau esthétiquement, mais qui sera complètement déstructuré en termes de sensation de portage, et donc qui ne sera pas compétent pour le portage. Donc ça, est-ce que je te coupe un tout petit peu, parce que comme les parents le comprennent peut-être pas, en fait, tes écharpes, elles ne sont pas imprimées. On n'est pas face à un tissu qui est entièrement fait. Je ressors mon écharpe favorite. On n'a pas en fait un motif qui est imprimé. On peut voir que il est sur les deux faces. En fait, le motif, il est tissé avec ton écharpe de portage. Et donc, effectivement, en fonction de ton motif, super, comme ça, hop, en fonction de ton motif, eh bien, forcément, ça va rendre plus serré, plus rigide ou plus mou ton écharpe de portage et effectivement modifier le comportement de ton écharpe de portage autour du bébé. Donc là, ce que tu nous expliques, et je te laisse reprendre la main, c'est que tes motifs, tu ne les fais pas que pour être jolis, mais tu les fais dans un but premier qu'ils répondent à des qualités de portage des bébés. Exactement. Ça, c'est la magie du tissage jacquard. Le dessin
est construit au fur et à mesure du tissage. Et donc, c'est très important que ce dessin il soit construit de manière à avoir une élasticité, une soutenance, une tension qui soit parfaite pour permettre le portage. Donc, effectivement, c'est comme ça que je l'ai construit. Donc là, vous voyez, nous, on a l'habitude dans les textiles classiques d'avoir un tissu qui est tissé uni et ensuite qu'on va imprimer avec les couleurs qu'on veut. Mais nous, ça a été construit au moment du tissage. Il y a des changements d'armure, par exemple au niveau des oiseaux, qui vont permettre de changer de couleur. Donc ça, c'est le premier point. D'abord, je construis l'idée que je veux avoir en termes de sensation de portage. Je me dis, qu'est-ce que je veux faire de cette écharpe? Est-ce que c'est pour un petit bébé? Est-ce que c'est pour un bambin? Est-ce que c'est pour des longues balades? Est-ce que c'est pour des parents qui vont vouloir avoir quelque chose de très moelleux sur les épaules, etc., etc. Et ensuite, je vais chercher l'idée esthétique qui va coller à cet objectif-là. Après, en termes d'inspiration, ça va être bien sûr la nature, comme tout le monde. Moi, je m'inspire énormément des livres de décoration. Parce que je trouve qu'il y a dans les architectures Art Nouveau, par exemple, il y a beaucoup de choses qui sont très élégantes en volume et qui, du coup, rentrent bien en écharpe de portage. Parce qu'un tissu d'écharpe de portage, c'est pas un plaid sur un canapé. Et oui, ça va pas être à plat. C'est pas à plat. C'est moulé sur le dos du bébé. Et donc, quand on part de l'architecture, eh bien, on a déjà ce travail sur les volumes qui est très, très inspirant pour moi. Ça, c'est la première inspiration. Et la deuxième, c'est les livres d'enfants. Parce que les livres d'enfants ont un travail sur la couleur qui est très, très souvent sublime. Et donc, dans la mesure où nous, on prend des fils qui sont teints avant d'être tissés, on va construire la couleur de l'écharpe sur le tissage également. Donc ça, c'est assez compliqué. Oui, il doit y avoir des ratés. Même des fois, j'imagine que c'est pour sortir une écharpe, c'est un travail. Enfin, tu dis pas, tiens, je veux tel motif, je veux tel truc, et puis hop, l'écharpe, elle arrive pas toute cuite. C'est 6 mois de développement pour un nouveau modèle. Et à chaque fois qu'on sort un coloris, il y a eu 3-4 tests ratés avant d'en faire un bon. Et c'est marrant parce qu'au début, je disais à mon tisserand, mais est-ce que vous, après 50 ans dans le tissage, vous faites encore des erreurs? Et elle me disait, ah, mais on en fait tout le temps. Parce que la construction de la couleur sur le tissu, entre l'armure de chaîne et de trame qui vont se croiser, eh bien ça, c'est infini en termes de possibilités, mais c'est assez compliqué à maîtriser. Oui. Tu crois assurer 2 couleurs et tu retrouves une troisième qui n'a rien à voir avec ce que tu imaginais en fait. Exactement. Ouais. Après, la spécificité de nos tissages, c'est d'être à couches multiples. Nous, nos écharpes, elles ont toutes 2 ou 3 couches qui ne sont pas tissées séparément, qui sont tissées en même temps et qui vont se croiser au niveau des motifs. Et c'est inversé. Et ça, c'est la grosse valeur ajoutée de nos tissages parce que ça permet d'avoir des écharpes qui sont très malléables, très douces, très moelleuses et en même temps qui ne demandent pas de rodage. Entre les couches, on va emprisonner une fine couche d'air et ça va faire du gonflant sur les épaules et ça va faire... nos clientes, elles disent, on a l'impression d'avoir un coussin d'air sur les épaules. Voilà. Je confirme. Et ça permet d'avoir des écharpes que vous allez pouvoir utiliser de la naissance jusqu'à l'entrée en maternelle de votre enfant, jusqu'à la fin du portage. Parce que c'est souvent le problème, c'est d'avoir un produit qui soit suffisamment évolutif pour ne pas avoir à racheter 3 outils de portage pendant la croissance de votre enfant. Alors justement, j'imagine là les parents qui t'écoutent, tu leur as donné envie de découvrir tes écharpes de portage. Comment font-ils pour t'acheter une écharpe de portage? Est-ce que toutes sont valables pour du nouveau-né jusqu'à la fin du portage, ou est-ce que y a certains types d'écharpes qui vaut mieux destiner à des parents qui ont plus de niveau, ou est-ce que tu les accompagnes dans cet achat d'écharpes? Enfin, qu'est-ce qui fait que le parent va se dire tiens, je vais acheter ce motif-là, ce coloris-là, et ça ira pour un parent débutant ou un parent confirmé ou autre? Est-ce que c'est indiqué, ou est-ce que ils peuvent tout acheter et ils ne se posent pas de questions? Alors, déjà, ce qui est certain, c'est que la promesse qu'on vous fait, la garantie qu'on vous offre, c'est que toutes nos écharpes seront utilisables jusqu'à la fin du portage. Ça, c'est vraiment le contrat de départ, parce que nos écharpes représentent un certain investissement. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça puisse vraiment vous servir très longtemps et que ça puisse vous servir pour 2, 3 enfants, que vous puissiez l'offrir à vos petits-enfants, etc., que ça puisse continuer. C'est aussi un enjeu de durabilité qui est très important pour nous. Donc, ça, c'est pour toutes les écharpes.
Ensuite, ce qui est sûr aussi, c'est que vous allez avoir une différence énorme entre une écharpe entrée de gamme que vous allez pouvoir trouver dans une, j'appelle ça les grandes surfaces de puériculture, les bébés neufs, etc. et notre travail à nous. C'est vraiment extrêmement différent. Et c'est normal, dans tous les milieux, il y a l'entrée de gamme, il y a le luxe, et bien sûr tous les intermédiaires, et il y a de la place pour tout le monde. Mais en tout cas, c'est très très différent. Et ensuite, effectivement, il y a quelques écharpes qui sont vraiment à exclure quand on débute, parce qu'elles s'adressent vraiment à des geeks, à des gens qui ont une certaine maîtrise de l'écharpe épaisse, etc. Et il y a la majorité des écharpes qui sont accessibles dès le départ. Ce qui est important pour nous, c'est qu'on puisse accompagner les parents le plus possible. Donc nous, on a 3 monitrices de portage dans l'équipe. On est à votre service pour vous conseiller sur le portage en général, pour faire des ateliers en visio, pour vous aider avec votre moyen de portage, même s'il n'est pas acheté chez nous, et bien sûr pour vous conseiller sur le choix de nos tissages. On a très peu de clientes qui achètent spontanément sur le site. Nous, ce qu'on propose, c'est avant tout du conseil, et après, quand on a trouvé le meilleur compromis pour vous et votre bébé, alors à ce moment-là, eh bien, vous savez vers quoi vous diriger. Donc, il ne faut pas hésiter à nous solliciter autant que vous voulez sur le sujet. On est vraiment là pour ça et on est organisé pour ça. Donc, c'est génial. Donc, en fait, en gros, les parents vont sur ton site internet, ils trouvent un coloris très joli, ils te contactent. J'imagine qu'il y a un lien de contact sur le site et comme ça, tu veux les accompagner. C'est quand même incroyable parce que là, on est vraiment dans l'accompagnement de A à Z, dans l'achat du porte-bébé, dans les conseils et tout ça. Donc, c'est quand même rassurant pour les parents de voir qu'ils sont pas tout seuls dans cet achat-là. Ouais, c'est très important parce que, en fait, ce qui est pour moi le plus dommage, c'est d'essayer avec un porte-bébé qui n'est pas adapté et donc de se dire ah ben, le portage c'est pas pour moi. Et là c'est trop dommage parce qu'il y a eu l'envie de porter et malheureusement eh ben, ça peut pas aller à son terme parce que l'outil n'est pas performant. Donc nous on attache beaucoup d'importance à cette partie de conseil et c'est marrant parce qu'on fait des rencontres avec les parents jusqu'au confinement là on en faisait toutes les semaines au parc bordelais, parce qu'on est de Bordeaux. Et à chaque séance, sans aucune exception, on a une maman qui est arrivée en me disant moi, mon bébé n'aime pas le portage, mais bon, je viens essayer une dernière fois. Et 100% des cas, le bébé s'est endormi avant la fin de la séance, en écharpe. Donc ça, il n'y a rien qui peut nous faire plus plaisir que ça, quoi. Là, on se dit, bon, bah, c'est bon, on a fait notre boulot correctement. Et au moins, l'objectif, c'est vraiment que vous puissiez profiter de votre écharpe. Si vous achetez quelque chose chez moi et que dans 15 jours, vous me dites j'arrive pas à m'en servir, ce serait catastrophique. Bon, ça, c'est pas passé encore, mais donc c'est pour ça qu'on attache beaucoup d'importance aux conseils en amont. Et bien Alors, sûr, après. excuse-moi, je te coupe, il y a bébé sur le dos qui demande si tu fais des rencontres ailleurs qu'à Bordeaux et notamment est-ce que tu fais des rencontres en région parisienne. Alors, actuellement, je sais que c'est compliqué, Ouais. mais Alors, on faisait beaucoup de rencontres, beaucoup, on faisait des rencontres régulièrement avant la Covid. Là, bien sûr, on a dû tout arrêter. C'est pour ça que là, on propose de plus en plus des ateliers en visio pour pouvoir garder ce lien avec les gens qui sont loin et qu'on ne peut pas rencontrer. Donc, on en refera dès que les conditions sanitaires le permettront, c'est sûr, on en refera. On viendra vous voir à Paris avec grand plaisir. et oui, évidemment, on peut pas avoir à cœur de bien de faire des beaux produits pour les bébés et de finalement aller à l'encontre des consignes sanitaires et de se regrouper. Parce que c'est vrai que des rencontres, c'est un lieu où il y a beaucoup de monde, où les gens sont très serrés les uns contre les autres. Et c'est vrai qu'actuellement, c'est pas forcément la meilleure des idées, bien malheureusement. Mais en tout cas, on note que vous êtes quand même présent. Pour pouvoir aussi permettre à des mamans qui se sentent seules de pouvoir discuter avec vous du portage et de l'achat du porte-bébé. C'est quand même un moment qui peut être agréable, d'autant plus que, comme tu dis, vous êtes plusieurs à être monitrices de portage, donc vous n'êtes pas que créateur, que fabricant, mais vous êtes apte à donner des bons conseils aux parents et à leur apprendre les bons gestes de portage. On vient de 3 écoles de portage différentes, donc ça nous permet de croiser aussi nos savoirs et nos savoir-faire. Ça, c'est très, très important. Et puis, on travaille avec les écoles de portage depuis très longtemps. Hein. Isabelle, bien sûr, qui a un énorme conseil pour nous, mais aussi d'autres écoles de portage. Donc, on est vraiment... on travaille effectivement beaucoup avec les formateurs parce que si on veut viser l'excellence, eh bien, il faut rentrer dans les aspects techniques jusqu'au bout, quoi. Ça, je peux en témoigner qu'effectivement, quand tu as des questions, tu n'hésites pas à justement les poser pour que l'on puisse débriefer ensemble, effectivement, des bienfaits. Ce qui est le plus important, c'est que les bébés soient bien portés. On est bien d'accord qu'une jolie écharpe, c'est chouette, mais
Faut pas que le bébé soit contraint, faut pas qu'il soit mal dedans, faut pas que le parent ait du mal à l'utiliser, sinon il y a plus de plaisir. Comme tu l'as dit, c'est pas un jeté de canapé, quoi. C'est pas Voilà, fait c'est ça. pour juste décorer. Alors justement, au départ, tu as parlé de tes cotons. J'aimerais bien te faire parler de tes matières parce que tu es une créatrice qui travaille beaucoup avec des matières premières, des très belles matières. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel type de matière première tu utilises pour tes écharpes de portage? Alors, la base d'une écharpe de portage, pour moi, la meilleure base, aujourd'hui encore, c'est le coton. Parce que le coton, c'est une fibre qui a une élasticité moyenne, une soutenance, pareil, à peu près dans la moyenne, et qui permet d'avoir quelque chose de très équilibré à la base. Il y a eu une époque où on dénigrait un peu les écharpes 100% coton dans le monde des geeks du portage. C'est vrai. Moi, je pense que c'est une erreur parce que, en réalité, ce qui est très important, c'est d'avoir un coton de très bonne qualité. Par contre, parce que le coton, en fonction de la longueur de la fibre de coton, vous pouvez avoir un coton qui est vraiment, ce qu'on utilise dans les t-shirts, par exemple, dans la fast fashion, c'est effectivement c'est prêt à jeter. Pardon, hein, c'est un peu dur de dire comme ça, mais c'est la réalité. Donc, c'est important d'avoir un coton très haut de gamme pour qu'il soit très doux et qu'il soit très résistant. En revanche, c'est quand même la fibre la meilleure pour démarrer. Ensuite, on peut ajouter d'autres fibres qui vont ajouter leurs compétences à l'écharpe. Celle qui, nous, on utilise le plus couramment, c'est le lin, qui est cultivé en France également. Et pareil, qui doit être très très long et très fin pour être doux. C'est un petit peu différent du coton. Donc nous, on utilise du lin assez régulièrement. Le lin, c'est une fibre qui n'a pas d'élasticité, donc qui va apporter, et qui a une très forte résistance, donc qui va apporter une grande soutenance. Mais il ne faut pas l'utiliser en trop grande quantité parce que comme ça n'a pas d'élasticité et que c'est rêche, ça peut avoir un effet cisaillant quand il y a beaucoup de lin dans une écharpe. Donc nous, on l'utilise en petite quantité et on l'utilise uniquement sur les parties qui ne sont pas en contact avec la peau de votre bébé. Donc soit à l'extérieur de l'écharpe, sur la face externe, soit à l'intérieur. Quand on a 3 couches de tissage, il y a une couche extérieure, une couche intérieure et une couche au milieu. On peut placer le lin à cet endroit-là et dans ce cas-là, on ne le sent pas du tout. Il apporte juste ses compétences de résistance et de soutenance, mais sans les défauts du lin. Voilà, ça c'est pour le lin. On peut utiliser du chanvre ponctuellement. Là, on rentre un peu dans le monde des geeks du portage. On utilise du mérinos aussi en hiver, qui est une fibre qui gonfle énormément, qui est très très moelleuse sur les épaules. Et en plus, notre mérinos, ce sont des moutons qui sont élevés en France, dans les Alpes du Sud, et la filature est en creuse. Donc là, circuit court, on ne peut pas faire mieux. Moi, j'adore cette fibre. Voilà, on utilise aussi du duvet de yak, qui vient de Mongolie, qui a été mis en place dans une coopérative montée par Ingénieurs sans frontières pour permettre aux nomades mongols de vivre de leur élevage de yak. Donc ça, c'est un très très beau projet aussi. Effectivement, on est plus pour des gens qui connaissent bien le monde du portage et qui ont envie de se faire des très très beaux cadeaux, parce que c'est des fibres qui coûtent cher, bien sûr. Mais une bonne écharpe en coton avec une fibre de grande qualité, si tant est que derrière les labels soient suffisants pour garantir que ça a été fabriqué dans des bonnes conditions, pour moi, ça reste le meilleur compromis, pour démarrer en tout cas. Alors, on l'aura compris, évidemment, tes écharpes de portage, ce sont des écharpes, j'ai envie de dire, qui se positionnent plutôt du côté du haut de gamme que de l'entrée de gamme, comme tu disais. Hein, il existe plusieurs niveaux de gamme, mais tout ça, c'est justifié par le fait que tu travailles sur des circuits courts, que tu travailles avec des matières éthiques, bio, comme tu disais, des choses qui garantissent une qualité, et forcément, ça a un coût. Et ce coût-là est répercuté sur les écharpes de portage, tout simplement parce que, effectivement, on peut faire le choix d'acheter des écharpes, des matériaux un peu plus bas de gamme, ou effectivement d'acheter des matériaux plus chers, et ça augmente très significativement le prix d'une écharpe de portage. C'est aussi, effectivement, bien sûr, ça a un coût et nous, on l'assume complètement parce que il y a beaucoup de marques de portage dans le monde du portage en France. Je pense qu'il n'y a pas du tout besoin de rajouter une marque qui soit entrée de gamme. Il y a des gens qui font ça très bien. Par contre, de pouvoir proposer quelque chose de vraiment différent, c'est l'objectif qu'on s'est fixé et on se trouve très bien sur ce créneau-là. Moi, je dis toujours que je fais des écharpes de luxe et que pour moi, le luxe, c'est le respect de la nature et des hommes. J'aimerais que ce soit la norme, mais aujourd'hui, effectivement, c'est un vrai luxe et nous, on l'assume tel quel.
Ensuite, je pense qu'il faut, en termes de coût global, il faut quand même mettre ça en parallèle avec combien ça va vous coûter d'acheter par exemple un porte-bébé d'une marque très connue mais qui ne sera pas forcément très confortable, que du coup vous allez utiliser très peu de temps et après vous allez devoir racheter autre chose. Et très souvent, les parents nous arrivent, ils ont déjà un sacré budget dans leurs moyens de portage. Hein. Et pour autant, ils n'ont pas encore trouvé ce qui Et leur oui, convient le vraiment. porte-bébé qui leur convenait Ouais, effectivement. c'est ça. L'idée, c'est peut-être justement, comme tu disais, d'avoir une consommation plus éthique, plus responsable, et de s'acheter une belle écharpe de portage qui ira de la naissance de son enfant jusqu'à l'arrêt de son portage, tout simplement. Comme tu disais, de pouvoir les réutiliser pour d'autres enfants, et d'en acheter une qui sera vraiment confortable, douce, qui sera belle et qui sera agréable à porter, plutôt que de chercher comme ça plein d'écharpes, plein de porte-bébés qui au final sont décevants peut-être en fonction des besoins. Parce qu'on peut aussi acheter une écharpe ou un porte-bébé en début de gamme qui sera aussi très très confortable. Hein. La question n'est pas de dénigrer ça, mais de se dire que voilà, on peut se faire un beau cadeau, peut-être proposer comme cadeau de naissance à des gens de se cotiser pour participer à l'achat de leur belle écharpe de portage, plutôt que de se faire offrir 19 doudous par exemple, parce que tout le monde a la même idée pour des cadeaux. Donc voilà, ça peut être un beau cadeau à se faire pour une naissance exceptionnelle finalement. Parce que chaque enfant est exceptionnel. C'est ça. Je vois. Alors, oui. Pardon, vas-y Isabelle. Parce que je Non, vois je disais qu'il y a une question qui arrive, c'est peut-être ça que tu avais vu aussi. Y a-t-il moyen d'essayer une écharpe avant de se lancer? Et effectivement, tu peux peut-être nous parler des monitrices de portage ou tu as peut-être d'autres idées en tête, mais je sais qu'il y a des monitrices de portage qui proposent aux parents effectivement la location ou l'essai dans leurs ateliers de portage. Mais je te laisse parler de ça. Alors effectivement, on travaille avec tout un réseau de monitrices de portage en France chez qui vous pouvez essayer nos écharpes et également faire un atelier de portage. On travaille également avec Keep Them Close. Vous pourrez retrouver sa page sur Instagram qui propose nos écharpes et nos slings à la location. Donc là, faut y aller les yeux fermés. C'est très simple. Vous pouvez louer pour une semaine, 2 semaines, 3 semaines et essayer en vrai ce que ça donne. Voilà. Ah, super. On nous demande aussi ce que les questions arrivent. N'hésitez pas à poser vos questions. Hein. On arrive sur la fin du live. Donc, n'hésitez pas. On est là pour y répondre. Que pensez-vous du lin lavé? Ah, c'est la nouvelle tendance, ça, le lin lavé. Hein. On entend de plus en plus parler. Tu as un avis, toi, là-dessus? Mais en fait, le lin lavé, c'est un lin qui est apprêté. Donc, en fait, il est adouci. Alors, moi, j'ai rien contre. Nous, on fait de l'après hein, sur certaines de nos fibres. Par exemple, le duvet de yak, il est apprêté chez nous. On pourrait appeler ça du duvet de yak lavé. Si, c'est le même principe. Hein. Ouais, c'est le même principe. Donc, oui, tout à fait, ça évite le rodage. Ce qu'il ne faut pas, c'est que ça cache l'utilisation d'une fibre de médiocre qualité qui aurait été très apprêtée pour la rendre douce, mais qui en fait va s'effriter avec le temps. Donc, c'est plus toujours de se poser la question au départ, quelle est la qualité de la fibre? Est-ce que ça a vraiment été fait avec la partie la plus noble de la fibre ou alors plutôt avec des parties qui étaient un peu défectueuses pour pouvoir avoir un lin de très bonne qualité. Le lin, pour qu'il soit de bonne qualité, il faut qu'il soit filé extrêmement fin. Et ça coûte cher parce que c'est difficile. Donc, le secret, il est surtout là-dedans. Il est sur la finesse de la fibre si vous voulez avoir un lin doux et confortable. Alors, une excellente question de parcours bien-être. Comment laver vos écharpes? C'est vrai que quand on achète une belle écharpe de belle qualité, ça peut stresser un petit peu. Donc, est-ce que tu as des conseils de lavage à nous donner? Alors, toutes nos fibres végétales sont lavables en machine. Donc, les écharpes, les seules écharpes qu'il faut laver à la main, c'est les écharpes qui contiennent de la laine. Parce que la laine, c'est une fibre vraiment qui supporte très très mal le tambour de la machine. Mais si vous avez une écharpe en coton lin, en coton chanvre, vous pouvez la passer en machine sans aucun problème à 30 degrés maximum et serrage maximum 900 tours minute. Ce qui est important, c'est de ne pas utiliser une lessive avec des azurants optiques. Il y a des fabricants de lessive qui rajoutent donc quelque chose qui rend l'écharpe bleue, enfin le tissu plus bleu. Et ça, à l'œil, ça le rend, on a l'impression qu'il est plus blanc que blanc. Voilà. Mire lave plus blanc que blanc, bon, en utilisant des azurants optiques. Et ça, mais c'est vrai pour tous vos tissus, ça abîme beaucoup les tissus. Donc, ça les encrasse en plus. Ouais.
Mon seul conseil, c'est de utiliser une lessive voilà, écolo, toute simple, sans adhérent optique et pas d'adoucissant parce que l'adoucissant, ça va rendre l'écharpe glissante et là, ça peut devenir dangereux, inutilisable. Donc ça, Et faut puis c'est surtout pas très faire allergisant pour un bébé. Je en plus. rappelle que l'adoucissant n'est pas recommandé pour le linge qui est en contact avec un bébé. Alors, c'est très important de laver votre écharpe avant de l'utiliser pour la première fois parce que elle va gonfler au moment du premier lavage. Les fibres sont naturelles, donc elles vont vraiment bouger au premier lavage et ça va fixer le tissage en fait. Elles vont prendre leur place définitive. De toute façon, ça n'est pas du tout agréable de porter avec une écharpe non lavée. Hein. Je vous conseille vraiment d'essayer l'expérience. Lavez-la, un petit coup de fer à repasser et le tour est joué. Oui, et puis même quand on utilise une écharpe qui n'a pas été lavée, bien malheureusement, on peut déplacer des fibres et donc l'abîmer en fait. Hein. C'est pas du tout recommandé. Une autre question, alors effectivement, Virginie, tu as été entre guillemets victime ou pas victime, je sais pas comment on peut le dire, mais d'un très très grand succès. Il y a tout un marché de l'occasion qui s'est fait autour de tes écharpes de portage, hein, notamment. Je crois que c'est un peu passé cette tendance-là quand même à vouloir faire de la spéculation autour des Ah oui. écharpes. Mais Élise te demande, est-ce que toi tu avais un avis par rapport au marché parallèle de l'occasion? Si j'ai juste un petit mot à dire, je trouve que tu as, pour ma part, fait ce qu'il faut pour pas que les parents qui ont envie d'utiliser tes écharpes soient victimes de ces marchés parallèles, parce que tu proposes quand même régulièrement des productions. Il y a eu des occasions dans des salons où tu proposais à tous les parents qui le voulaient de pouvoir acheter une écharpe. Il me semble que tu as fait aussi des sortes de précommandes, enfin de choses comme ça. Enfin, on peut pas dire que tu as été l'instigatrice de ce marché de l'occasion à flux tendu. Tu as fait au contraire ce qu'il fallait pour que tous les parents puissent s'acheter une écharpe de portage neuf s'ils le souhaitaient. Oui, alors en fait, pour comprendre ça, il faut revenir un petit peu en arrière. Nous, on fait des écharpes en majorité en édition limitée. C'est-à-dire qu'on va proposer notre écharpe, une écharpe, qu'elle va être mise en vente à une date X et que quand il n'y en aura plus, on ne la reproduira pas. Ça, c'était très important pour nous parce que d'abord, ça permet une créativité immense, en fait, puisqu'on ne refait pas tout le temps les mêmes choses. Et en plus, on veut vraiment faire quelque chose qui soit unique pour votre bébé, unique. Il y a vraiment cette idée que ce que vous avez, vous ne le retrouvez pas chez tout le monde. Donc ça, c'est quelque chose qu'on gardera. Effectivement, pendant très longtemps, et c'est encore assez souvent le cas, notre production est en dessous de la demande. Ça, c'est aussi quelque chose que j'assume. Moi, je ne suis pas une multinationale, je suis une petite entreprise. Et oui. On grandit en pouvant garantir qu'on va garder le même niveau d'excellence et donc on grandit plus doucement que ce qu'on pourrait faire, c'est vrai. Mais on va continuer à faire comme ça parce que ça me correspond mieux. Donc effectivement, s'il y a une écharpe qui vous plaît, faut quand même être là à 21h pile, heure de la vente, parce qu'il y a des chances que un peu plus tard, vous n'en ayez plus. Pour autant, effectivement, on propose 3 à 4 sorties par mois. Donc je pense qu'il y a quand même suffisamment de sorties pour que chacun puisse y trouver son compte. C'est aussi la possibilité d'avoir une diversité énorme. Et en plus de cela, on a rajouté des collections permanentes, des écharpes qui sont tout le temps disponibles et des slings qu'on enrichit très régulièrement et qui permettent de plaire à tout le monde, je pense, et aussi d'avoir des prix un petit peu moins élevés que les éditions limitées et donc d'être plus accessible à tout le monde. Voilà. Donc, c'est pas une volonté de marketing de ta part, c'est vraiment les possibilités que vous en avez. Et comme tu disais, pas l'envie d'en faire une multinationale avec des kilomètres d'écharpes, mais vraiment des petites productions qui restent éthiques, qui font que tu es obligé de les vendre en petite quantité. Et c'est pas pour créer justement le besoin, en fait. Honnêtement, je sais qu'on nous prête souvent cette intention, mais c'est un peu présager présumer de nos forces, hein, parce qu'on est vraiment incapable, nous, de prévoir le succès que va avoir une écharpe. Bien sûr. Des fois, ça part en 4 secondes, et puis des fois, vous en avez pendant une dizaine de jours. On est absolument incapable de prévoir ça. Donc nous, on fait du mieux qu'on peut avec les stocks de fils qu'on a et les capacités de confection derrière qu'on a, d'une petite équipe. Et puis, on essaye de viser au mieux. Effectivement, on fait régulièrement des précommandes. On en a une là en ce moment. Ça permet de tisser exactement les tailles que vous voulez. Ça permet, parce que des fois, ça c'est très surprenant, des fois, on ne vend que des tailles 6 et des fois, on ne vend que des slings. Et je vous jure, au bout de 4 ans, je ne sais toujours pas pourquoi. Des fois, c'est des tailles 6 et des fois, c'est des slings.
Donc, quand on fait une précommande, bah, c'est bien parce on va tailler, on va tisser exactement ce que vous voulez. Donc, on aime bien travailler comme ça, c'est vrai. Ça, c'est très pratique. Eh oui. Écoute, je regarde l'heure. Je crois que l'heure passe très très vite. Oui, il est 39 déjà. Il va être temps de nous quitter. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, un petit quelque chose que tu as envie de dire aux parents qui nous ont regardés? Et merci à tous de nous avoir suivis. Je te laisse donner un petit mot de la fin, ce que tu veux. C'est pas préparé, donc je suis désolée. Écoutez, moi, ce que je voudrais dire, c'est que le portage, c'est vraiment un moment tellement riche, tellement important dans la vie d'un parent avec son bébé, dans la relation d'un parent avec son bébé. Profitez-en vraiment à 200% de ces moments-là. Savourez-les à chaque instant. Et surtout, si ça se passe pas bien pour vous, si vous rencontrez une difficulté quelconque, que ce soit dans l'installation de votre écharpe, que ce soit dans la position de votre bébé qui vous semble inconfortable, demandez de l'aide. N'hésitez pas à nous solliciter, à solliciter les monitrices de portage, à solliciter Isabelle, je t'inclus dedans. Un petit peu, je suis là tous les lundis pour ça. Hein. Pour vraiment que vous puissiez profiter de ce moment-là, parce que c'est trop dommage de perdre ça. Voilà. Eh bien, écoute, merci à toi. Merci vraiment pour ton ouverture d'esprit. Ça m'a fait vraiment plaisir de t'accueillir ce matin parce que je sais que tu es une marque qui peut peut-être paraître un peu inaccessible pour certains d'un point de vue de se dire « Ah, mais Léora, c'est de l'édition limitée, c'est peut-être une dame qui n'est pas forcément accessible ou autre. » Alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Tu es quelqu'un de très occupé, bien évidemment, mais avec beaucoup de valeurs, beaucoup d'éthique, donc dans lesquelles je me reconnais parfaitement. D'ailleurs, moi-même, je suis une grande utilisatrice de tes écharpes de portage. Donc, écoute, ça m'a fait vraiment plaisir. Moi, ça m'a fait plaisir de vous retrouver tous, puisque ça faisait 3 semaines bientôt que j'avais pas fait de live. Merci le confinement, l'école à la maison et tout ce que vous pouvez y penser. La semaine prochaine, on se retrouve autour d'une question qui me tient très très à cœur. Je me sens nulle, tout simplement. De plus en plus, j'ai des parents que j'accueille qui me disent mais j'y arrive pas, je n'arrive pas à faire comme il faut. C'est difficile avec un nouveau-né d'être un bon parent. Donc, j'aimerais discuter de ça avec vous la semaine prochaine. On se retrouvera avec d'autres créateurs avec grand plaisir un peu plus tard. Merci à toi Virginie, merci à tous pour votre participation. J'espère que ça vous a donné envie de mieux connaître le travail de Virginie. N'hésitez pas. Alors, juste une toute dernière chose, parce qu'on a parlé de toi, mais est-ce que tu peux nous redire ta marque, le nom de ta marque et surtout où est-ce qu'on peut te trouver sur Internet? Alors, donc, ma marque, c'est Léora. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet larucheleora.com. Il y a énormément d'informations aussi sur le portage, sur la sécurité, sur des tutoriels, etc., etc. Et également sur les réseaux sociaux, La Ruche Léora sur Facebook et sur Instagram. Voilà. On a beaucoup d'actu sur Instagram. C'est vraiment là où on vous fait partager le cœur du réacteur, je dirais. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. On vous montre très souvent l'envers du décor. On vous fait participer à notre vie du quotidien. Eh bien, merci à tous. Je vous dis à lundi et encore un immense merci Virginie de t'être jointe à nous aujourd'hui. Et je pense que, en tout cas, tu as très très bien parlé de ta marque. Ça donne envie. Donc, écoutez, rendez-vous sur le site internet de Virginie. Allez, je vous dis au revoir. Merci, merci beaucoup. Au revoir.